Je me suis évanouie au travail, mes parents ne sont pas venus, mais quand ils ont supplié, on a besoin de toi, réponds vite, j'ai réagi autrement. Hôpital famille secret. Ma tête est encore lourde, je sens le sang battre rapidement dans mes tempes, comme s'il essayait désespérément de fournir l'oxygène qui manquait lorsque j'étais allongée sur le sol du bureau. Dans la comptabilité, rien ne devait échouer, surtout pas les gens, mais c'est ce qui s'est passé ce mercredi midi. Pendant 30 minutes, j'ai feuilleté les rapports trimestriels quand la bande blanche du tableur s'est transformée en un tunnel flou et la voix de mon patron s'est noyée dans un bourdonnement qui me déchirait les tympans. Je ne me souviens que de détails, mon stylo qui m'échappait des doigts, quelqu'un qui criait mon nom, puis tout a disparu. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde semblait appartenir à une autre réalité, une lumière vive et froide au-dessus de ma tête, mon corps qui ne m'obéissait plus, des pansements sur ma poitrine, des voix étrangères dans un coin éloigné. Deuxième nuit, en soins intensifs, c'est étrange comme on peut rapidement devenir un patient quand on a l'habitude de se débrouiller seul. La première chose que j'ai demandé au médecin, lorsque mon cerveau a enfin pu former une phrase, c'était si quelqu'un avait prévenu ma famille. Il a regardé autour de lui, un peu gêné, et a répondu: oui, nous avons appelé vos parents à l'adresse que vous avez indiquée dans les documents de l'entreprise 2 fois, mais il a interrompu sa phrase. Je comprenais tout sans avoir besoin de détails. Ils n'étaient pas venus. Ni mon père, ni ma mère, ni ma sœur. Ils n'ont même pas appelé pour vérifier. J'ai simplement hoché la tête, essayant de cacher la douleur qui me serrait la poitrine. Le médecin m'a tapoté l'épaule d'un geste hésitant et est parti vérifier les appareils. Il ne me restait plus qu'à regarder le plafond blanc et à digérer la réalité. Il n'était pas venu. Je n'avais même pas de raison de m'apitoyer sur mon sort, seulement un sentiment de vide, comme si on m'avait arraché un morceau du ventre, quand tu comprends que les fondations sur lesquelles tu t'es appuyé pendant des années n'étaient en Dieu que de la poussière. Le troisième matin, lorsque mon état s'est un peu stabilisé et qu'on m'a autorisé à allumer mon téléphone, j'ai commis une erreur. J'ai ouvert Instagram. Le premier post dans mon fil d'actualité était de Juliette, ma petite sœur. Elle se tenait devant la porte fermée de notre maison d'enfance, celle où nous vivions autrefois ensemble, et à côté d'elle, notre mère, vêtue d'un t-shirt clair, souriante, comme pour un magazine. La légende disait: une journée en famille sans drame. Des likes, des emojis, quelques commentaires d'amis. Que vous êtes beau, l'énergie de l'amour, les valeurs familiales, c'est le plus important. Aucune mention du fait que le jour où la photo a été prise, j'étais à l'hôpital sous perfusion et que les médecins essayaient de joindre un membre de ma famille. Aucune mention du fait qu'ils avaient ignoré les appels, rien, juste une image parfaite pour le public. J'ai posé mon téléphone sur la couverture et j'ai fermé les yeux. Il m'était plus difficile de respirer, non pas à cause de la pression, mais à cause du sentiment de trahison. Depuis son enfance, Juliette avait appris à faire semblant que tout allait bien. Ma mère aussi avait toujours su parler uniquement de ses besoins, jamais des miens. Mon père avait complètement disparu de la circulation après le divorce, sauf quand il avait besoin de quelque chose. Mais là, c'était un nouveau niveau d'indifférence. La colère monta soudainement, aussi vive qu'une nausée. Je voulais écrire quelque chose de cinglant à Juliette, lui demander comment elle avait réussi à me rayer si facilement de sa réalité. Mais je ne le fis pas. À quoi bon expliquer en détail en privé ce qu'il ne demanderait jamais à voix haute? J'ai posé mon téléphone et je suis revenue à la contemplation stupide du plafond blanc. Dans la chambre voisine, quelqu'un gémissait dans son sommeil. Derrière la fenêtre, les voitures vrombissaient sourdement. Cleveland ne dormait jamais la nuit, mais j'avais l'impression que le monde autour de moi était mort. Le soir même, j'ai reçu une visite inattendue. Brie, une collègue du service des ressources humaines de notre entreprise, qui parlait rarement à voix haute et gardait toujours ses distances avec tout le monde. Elle travaillait à mi-temps car elle étudiait en parallèle à l'école de médecine et c'est pourquoi elle avait trouvé le temps de passer après les cours. Elle est entrée silencieusement, sans un mot, a apporté une bouteille d'eau et un petit chocolat, les a posés sur la table de chevet et s'est assise sur une chaise près du lit. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais, c'était évident. Au lieu de cela, elle a ouvert un magazine médical et s'est mise à lire en silence, levant les yeux de temps en temps pour vérifier que tout allait bien. Je ne savais pas quoi dire. Merci, pourquoi es-tu venue? Mais Brie n'avait pas besoin de mots. Elle était simplement là et cela suffisait pour faire la différence entre la famille qui n'était pas venue et la personne qui n'avait rien à se reprocher mais qui était venue. Le quatrième jour, on m'a autorisé à sortir du lit sous la surveillance d'une infirmière. Je me sentais comme si j'avais été renversée par un camion. Mes muscles ne m'obéissaient pas et j'avais encore la tête dans le brouillard. Mais au moins, je pouvais aller aux toilettes toute seule, une petite victoire, mais importante. Le matin, quand je me suis réveillée, le téléphone sur la table de chevet a soudainement vibré si fort que j'ai eu peur. J'ai levé l'écran et les notifications ont défilé. 74 appels manqués, la plupart de mon père, quelques numéros inconnus, deux du bureau et un message qui m'a fait serrer le téléphone plus fort. Nous avons besoin de toi, réponds immédiatement. Pas comment vas-tu, pas es-tu en vie, pas nous sommes désolés que tu ne sois pas venu, juste une exigence froide. Je suis restée assise, les yeux rivés sur l'écran, les doigts tremblants, j'étais déchirée par des pensées. Est-ce que ça avait un sens de répondre? Que voulait-il? Pourquoi maintenant, alors que pendant 4 jours d'affilée, j'étais morte à leurs yeux? Brie est revenue vers midi, elle m'a apporté une nouvelle carte de l'hôpital et m'a regardée attentivement. Elle a vu le téléphone dans mes mains, le message sur l'écran, son visage a pris une expression qui ressemblait à de la compassion, ce que je n'avais jamais vu chez elle. Tu vas répondre?
m'a-t-elle demandé doucement. J'ai soupiré. Derrière la fenêtre, les voitures vrombissaient sourdement. Cleveland grognait dans l'obscurité, comme d'habitude. Je relisais. Nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. Je sentis un pincement au cœur, mais je me répondis honnêtement, oui, je vais répondre. Car quoi qu'il en soit, quelque chose avait commencé. Et maintenant, même si ce n'était qu'un jeu familial de plus, tout ne faisait que commencer. J'ai répondu à mon père le lendemain matin alors que j'étais allongée chez moi sur le canapé, enveloppée dans une couverture et imprégnée de l'odeur de l'hôpital. Le téléphone tremblait dans ma main lorsque j'ai composé le numéro et il a décroché à la deuxième sonnerie comme s'il attendait près de l'écran. Sarah, enfin. La voix de Noah était trop forte, trop tendue. Ce n'était pas de l'inquiétude, mais plutôt du soulagement que j'avais répondu. Où étais-tu passé? Je t'ai cherché pendant des jours. Je suis restée silencieuse pendant une seconde, le laissant ressentir le silence. Puis j'ai répondu doucement. À l'hôpital. On t'a appelé 2 fois. Une pause, courte mais suffisante pour comprendre qu'il ne savait pas quoi dire. Ah oui, je pensais que c'était une erreur. Tu sais, avec tout le spam qu'il y a en ce moment, le mensonge lui venait si naturellement, comme s'il s'était entraîné pendant des années. C'était probablement le cas. Qu'est-ce que tu veux, papa? Je n'avais pas la force de faire des préliminaires. Il soupira de manière théâtrale, comme si je l'avais offensé. Sarochka, je sais que nous ne nous sommes pas parlé correctement depuis longtemps, mais j'ai vraiment besoin de ton aide maintenant. Avec les affaires, c'est compliqué. Les banques font pression, les documents, tu t'y connais en finance? Bien sûr, les affaires, toujours les affaires. À 52 ans, Noah Crespin, mon père, croyait encore que le monde tournait autour de son agence immobilière. Quand j'avais 12 ans, il a quitté ma mère, nous laissant, Juliette et moi, dans un petit appartement qui sentait toujours le renfermé et les plats mal cuisinés. Ma mère, Gwen, enseignante en primaire, ne lui a jamais pardonné le divorce et ne nous a jamais pardonné de lui rappeler son existence. Après le divorce, mon père s'est remarié avec une femme prénommée Clarissa, qui avait près de 20 ans de moins que lui. Elle n'a jamais caché qu'elle n'avait que faire de nous. Les rencontres avec papa sont devenues rares, puis occasionnelles, puis elles n'existaient plus que sous forme d'appels téléphoniques pour nous demander quelque chose. Je me souviens qu'une fois, quand j'avais 15 ans, je l'ai appelé pour son anniversaire. Il a décroché, mais la conversation n'a duré que 2 minutes. Sarah, excuse-moi, j'ai un client qui m'attend, je t'appellerai plus tard. Il n'a pas rappelé, ni ce jour-là, ni le lendemain. J'ai compris alors que je n'existais pour lui que lorsque cela lui convenait. Juliette, de 5 ans sa cadette, s'est adaptée différemment. Elle a appris à jouer le rôle de la fille préférée. Elle l'appelait plus souvent, s'intéressait à ses affaires, souriait à la caméra lors des rares réunions de famille, et il l'a récompensée en lui accordant son attention, il lui achetait des cadeaux, payait ses factures, l'aidait financièrement, il ne m'offrait rien, je ne lui demandais jamais rien. Quel document exactement? Je savais que c'était inutile de demander, mais je voulais entendre comment il allait essayer de me tromper à nouveau. Eh bien, il s'agit de détails techniques. Il faut réenregistrer une partie des actifs pour que la banque ne gèle pas les comptes. Tu sais comment ça se passe, la bureaucratie. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse apparaître comme copropriétaire sur le papier. Une formalité, une formalité. J'ai failli éclater de rire. Il y a 3 ans, quand j'avais 25 ans, mon père est venu chez moi avec un dossier et m'a demandé de simplement signer quelques papiers. À l'époque, il disait la même chose. Formalité, technicité, aide, j'étais plus jeune, plus naïve, mais pas assez stupide pour signer les yeux fermés. Il était assis à ma table de cuisine, buvait le café que je lui avais préparé et me racontait à quel point il était difficile de maintenir son entreprise à flot après la crise du marché immobilier. Les banques exigent des garanties supplémentaires. Sarochka, c'est la procédure standard. Tu ne perdras rien, c'est juste ton nom sur un bout de papier pour plus de sécurité. Il souriait chaleureusement comme un père. J'ai presque cru, mais quelque chose en moi, peut-être des années d'ignorance, peut-être simplement l'instinct de survie, m'a poussé à vérifier. J'ai demandé à un ami avocat, Marcus Lowe, d'examiner les documents. Marcus travaillait dans un petit cabinet, était spécialisé en droit des sociétés et était l'une des rares personnes en qui j'avais confiance. Il m'a appelé le lendemain. Sarah, m'a-t-il dit d'un ton grave, ces documents te transfèrent toutes les dettes de son entreprise. Si tu les signes, tu deviendras personnellement responsable des emprunts qu'il a contractés. Ce n'est pas une formalité, c'est un piège. Je n'ai pas dit non à mon père ouvertement. Au lieu de cela, Marcus a discrètement réécrit les papiers afin que les obligations juridiques restent à la charge de Noah. Mon père a signé sans vérifier, convaincu que j'avais déjà fait ma part du travail. Il m'a même remercié, m'a embrassé pour me dire au revoir et m'a promis de revenir me voir bientôt. Bien sûr, il n'est pas revenu, les documents lui ont été renvoyés et il a disparu pendant les 3 années qui ont suivi, jusqu'à cet appel. Papa, l'ai-je interrompu alors qu'il me parlait des difficultés du marché immobilier? Je ne signerai rien sans avoir consulté un avocat. Envoie-moi des copies des documents et j'y réfléchirai. Sarochka, mais il y a des délais, la banque n'attendra pas. La banque attendra un peu plus longtemps, ou trouve quelqu'un d'autre. Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Je savais qu'il ne pouvait trouver personne d'autre. C'est pourquoi il m'appelait. Personne d'autre n'était assez naïf ou lui devait suffisamment pour signer ce qu'il proposait. J'ai raccroché et posé le téléphone sur mes genoux, sentant mes mains trembler.
Dehors, le soleil brillait, une journée claire, rare à Cleveland, où le ciel n'était pas couvert de nuages gris. Mais à l'intérieur, tout était sombre et froid. 2 heures plus tard, Juliette est arrivée. Elle n'avait pas prévenu, elle s'est simplement présentée à la porte avec un sac de nourriture provenant du café où elle travaillait. Souriante, vêtue d'un jean clair et d'un t-shirt avec le logo d'un groupe indie, elle semblait prendre la vie avec une grande légèreté. Ses cheveux étaient dérassemblés en un chignon négligé, son maquillage était parfait et elle portait autour du cou une fine chaîne en or, cadeau de son père pour son dernier anniversaire. Salut Sarah, elle m'a embrassée. Rapidement, superficiellement, comme on embrasse des inconnus lors de soirées. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. C'est effrayant, non? Je la regardais en silence. Elle avait entendu dire. Par qui? Les médecins l'avaient-ils appelé aussi ou pas? Jules, ai-je dit en m'asseyant sur le canapé, l'hôpital t'a-t-il aussi appelé? Elle a hésité un instant, puis a fait un geste de la main. Ah oui, eh bien j'ai pensé que tu t'en sortirais, tu t'en sors toujours toute seule. De plus, j'étais de service, je ne pouvais pas quitter mon travail. De service, bien sûr. Juliette savait toujours se justifier comme si c'était le monde qui lui était redevable et non l'inverse. 23 ans, barista dans un café branché du centre-ville, page Instagram avec des photos parfaites et des légendes sur l'équilibre de vie et prendre soin de soi. Elle vivait dans un appartement que son père l'aidait à payer, c'est lui qui versait le loyer et elle se contentait de décorer l'espace avec des guirlandes et des plantes pour les séances photos. Elle conduisait la voiture pour laquelle il avait versé la compte et recevait régulièrement de sa part des cadeaux dont j'ai découvert l'existence par hasard, un nouveau sac, un week-end ou simplement un virement bancaire pour les petites dépenses. Je n'ai jamais demandé d'argent à mon père, peut-être par fierté, peut-être parce que je savais qu'il refuserait de toute façon. Juliette n'avait pas ces hésitations, elle demandait facilement sans gêne et obtenait. Je travaillais depuis l'âge de 18 ans, je payais mes études moi-même, je louais un appartement sans aide. Elle vivait dans un confort créé par l'argent des autres. Pourquoi es-tu venue? Je ne voulais pas jouer la politesse. Elle s'est assise en face de moi et a posé le sac sur la table. Eh bien, papa a dit que tu ne voulais pas l'aider. Sarah, il est vraiment dans une situation difficile, la banque pourrait tout saisir. Et en quoi cela me concerne-t-il? Elle a haussé les sourcils, surprise, comme si j'avais dit quelque chose d'anormal. Eh bien, c'est notre père. Nous sommes une famille. Une famille. Un mot qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait vraiment besoin de quelque chose. Je me suis penchée en avant, la regardant droit dans les yeux. Jules, sois honnête. Que t'a promis papa si je signe ces documents? Elle était déconcertée, vraiment déconcertée, et j'ai vu la vérité sur son visage avant même qu'elle ne réponde. Une légère rougeur sur ses joues, un regard détourné, un geste nerveux vers la chaîne autour de son cou. Rien de spécial, juste, eh bien, il a dit que si les choses s'arrangeaient, il pourrait m'aider à trouver un nouvel appartement. Plus grand. Tu sais bien que je voulais déménager depuis longtemps. Bien sûr, un nouvel appartement. Plus grand, meilleur, pour les séances photos sur Instagram, pour les soirées entre amis, pour avoir l'impression que la vie est facile et belle. J'ai ri brièvement, sèchement. Donc, si je prends en charge ses dettes, il pourra te donner encore plus d'argent, c'est ça? Elle a froncé les sourcils. Sarah, ce n'est pas ça, il veut juste nous aider tous les deux. Tous les deux, Jules. Quand m'a-t-il aidé pour la dernière fois? Quand s'est-il intéressé pour la dernière fois à ma vie? Sais-tu combien je gagne? Sais-tu combien de fois je me suis retrouvée sans argent parce que j'avais payé mes études et que je n'avais plus de quoi manger? Sais-tu que j'ai travaillé pendant 3 ans à 2 emplois pour réunir la caution pour mon appartement? Elle est restée silencieuse et j'ai su qu'elle ne savait pas ou ne voulait pas savoir. Pour elle, j'étais une grande sœur qui s'en sortait toujours toute seule et qui n'avait donc pas besoin d'aide, une position confortable. Sors, s'il te plaît, dis-je en me levant, sentant la fatigue revenir par vagues. Juliette se leva, vexée. Tu es toujours comme ça, tu penses toujours que tout le monde est contre toi, tu pourrais peut-être apprendre à faire confiance, tu pourrais peut-être aider ta famille pour une fois au lieu de ne penser qu'à toi. Elle partit en claquant la porte. Je me tenais au milieu du salon, regardant le sac de nourriture qu'elle avait laissé. À l'intérieur, il y avait un sandwich et du café, une attention financée par l'argent de mon père, ou simplement un décor pour passer pour une bonne sœur. J'ai passé les jours suivants à essayer de comprendre ce qui se passait exactement avec l'entreprise de Noah. Marcus a accepté de me rencontrer et nous avons passé 2 heures dans son bureau à parcourir les registres publics et les rapports financiers. Son bureau était petit, encombré de dossiers et de livres, mais confortable, il sentait le café et le vieux papier. Sarah, dit-il en rangeant ses papiers, son entreprise est au bord de la faillite. Il a contracté des emprunts garantis par des biens qu'il a déjà vendus. Les banques vont bientôt commencer à recouvrer leurs créances. Si vous signez ces documents, vous deviendrez copropriétaire. Cela signifie qu'ils viendront aussi te voir. Combien doit-il? Marcus m'a donné un chiffre qui m'a glacé le sang. 183 000 dollars. Ce n'était pas de simples dettes. C'était un gouffre financier dont il serait impossible de sortir avant des années. Cette somme signifierait la faillite pour moi, une faillite totale et définitive. Et Juliette, a-t-elle aussi signé quelque chose? Non, son nom n'apparaît nulle part. Il a transféré une partie de ses biens à son nom, l'appartement et la voiture, il y a un an. Officiellement, ce sont des cadeaux. Elle n'a rien à voir avec ça. Juridiquement, ils ne pourront rien lui prendre même s'il fait faillite. Bien sûr, Juliette a toujours été innocente, toujours protégée, toujours celle qu'on préservait des aspects sordides de la vie.
Je suis rentrée chez moi avec un poids sur le cœur. Mon père essayait de me refiler ses problèmes. Ma sœur en tirait profit et ma mère n'apparaissait même pas sur les radars. Gwen, ma mère, m'a appelé une semaine après la visite de Juliette. Elle n'appelait jamais sans raison, seulement quand elle avait besoin de quelque chose ou quand quelqu'un lui disait de m'appeler. Sa voix donnait toujours l'impression que parler à ses filles était une corvée ennuyeuse qu'elle aurait préféré éviter. Sarah, dit-elle d'une voix froide, j'ai entendu dire que tu avais refusé d'aider ton père. Pas comment te sens-tu après ton séjour à l'hôpital. Pas tu vas bien. Juste une accusation enrobée dans la formalité d'une salutation. Maman, il veut que je prenne en charge ses dettes. Et alors, c'est ton père, la famille doit s'entraider, il a tant fait pour vous. J'ai eu du mal à retenir mon rire. Tant de choses. Quoi exactement? Il nous a quittés quand j'avais 12 ans. Il a oublié ma remise de diplôme. Il n'est jamais venu à mon anniversaire après le divorce. Il a payé la vie de Juliette en ignorant mon existence. Maman, quand j'étais à l'hôpital, où était la famille? Pause. Brève mais éloquente. Sarah, ne dramatise pas. Juliette avait son travail, j'avais mes affaires. Tu es adulte, tu t'es débrouillée toute seule. Il ne faut pas en faire une tragédie. Je me suis débrouillée toute seule. Je me suis toujours débrouillée toute seule parce que je n'avais pas le choix. Maman, je ne pouvais plus contenir mon irritation. Juliette t'a dit que si je signais les papiers, papa lui donnerait plus d'argent, qu'elle aurait un nouvel appartement grâce à mes dettes. Ma mère soupira longuement de manière théâtrale. Eh bien, elle a mentionné quelque chose à propos d'un appartement. Sarah, elle est plus jeune, elle a besoin de soutien. C'est difficile pour elle toute seule. Tu peux te permettre de l'aider. Tu as un travail stable, tu t'en es toujours sortie. Un travail stable, comme si cela justifiait tout, comme si ma capacité à survivre signifiait que je ne méritais pas d'aide. Maman, pourquoi tu n'aides pas Juliette toi-même? Pourquoi ça devrait être ma responsabilité? Sarah, ne sois pas égoïste. La famille, ce n'est pas seulement ce qui te convient. Parfois, il faut faire des sacrifices. J'ai raccroché sans dire au revoir. Mes mains tremblaient. J'avais la gorge nouée. Faire des sacrifices. J'ai fait des sacrifices toute ma vie. Mon temps, mon argent, ma tranquillité. Et qu'ai-je reçu en retour? De l'indifférence quand j'étais à l'hôpital, des manipulations quand on avait besoin d'argent, des reproches quand j'ai refusé d'être à nouveau une victime. Tout s'est mis en place. Mon père m'utilisait comme bouclier financier. Ma sœur en tirait profit. Ma mère m'accusait de refuser de l'aider. Un schéma familial idéal où je n'étais qu'un instrument pour leur confort. J'étais assise sur le canapé, les yeux fixés au plafond, et je sentais quelque chose en moi se briser définitivement. Ce n'était ni de la colère, ni de la douleur, juste de la détermination. Une détermination froide et inébranlable. Le lendemain matin, j'ai appelé Marcus. Je dois tout découvrir, chaque document, chaque accord où figure mon nom ou celui de mon père, je veux savoir jusqu'où va ce gouffre et qui d'autre était au courant, qui d'autre a participé à ce stratagème. Marcus est resté silencieux pendant une seconde, puis a dit d'accord. Le bureau de Marcus sentait toujours le vieux papier et le café frais, une combinaison étrange mais réconfortante. Je me suis assise en face de lui, le regardant trier les documents que nous avions extraits des registres publics au cours des 2 dernières semaines. Son visage était concentré, ses sourcils froncés, signe qu'il avait trouvé quelque chose d'important. Sarah, dit-il enfin en levant les yeux, c'est pire que je ne le pensais. Je serrais ma tasse de café désormais froid. À quel point? Marcus étala plusieurs documents devant moi, des copies d'accords, de rapports financiers, de documents bancaires. Ton père a utilisé ton nom dans divers accords au cours des 3 dernières années. Après que nous ayons réécrit ces documents, il n'a pas remarqué la substitution. Il a simplement continué à agir, convaincu que tu étais désormais légalement lié à son entreprise. Que veux-tu dire? Il désigna l'un des documents. Regarde. Il s'agit d'un contrat de location d'un bien immobilier commercial signé il y a 2 ans. Ton nom y figure en tant que copropriétaire. Voici une demande de crédit auprès d'une banque où tu apparais comme garante. Voici un autre contrat où ton nom a été utilisé pour obtenir des permis de construire. J'ai senti un frisson me parcourir le corps. Mais je n'ai rien signé. Je sais, il a utilisé des copies de ta signature figurant sur des documents que tu as signés il y a 3 ans. Techniquement, c'est un faux, mais ce sera difficile à prouver. La signature est authentique, elle a simplement été utilisée à mauvais escient. Je posai ma tasse sur la table de peur que mes mains ne tremblent davantage. Combien y a-t-il de contrats de ce type? Marcus tourna quelques pages supplémentaires. Pour l'instant, j'en ai trouvé 7. Il y en a peut-être d'autres. Il a mis en place un système Sarah. Il t'a utilisé comme bouclier financier, comptant sur le fait que lorsque les banques commenceraient à recouvrer leurs créances, elles s'adresseraient à toi plutôt qu'à lui. Pourquoi s'est-il manifesté maintenant? Pourquoi m'a-t-il appelé après tant d'années de silence? Parce que les banques ont commencé à agir, l'un des créanciers a intenté une action en justice. Noah a essayé de te faire porter la responsabilité en montrant des documents où tu figurais. Mais lorsque les avocats de la banque ont vérifié, il s'est avéré que les principales obligations lui incombaient toujours. Il a compris que les documents que nous avions réécrits il y a 3 ans ne lui permettaient pas de se débarrasser de ses dettes. C'est pourquoi il a commencé à faire pression sur toi. Il voulait que tu signes de nouveaux papiers et que tu prennes définitivement la responsabilité sur toi. Je suis restée assise en silence, digérant l'information. Mon père ne m'utilisait pas seulement maintenant. Il avait mis des années à élaborer un plan dans lequel je devais être la victime, et la seule chose qu'il avait arrêtée, c'était ma prudence il y a 3 ans. Que dois-je faire? Marcus soupira.
Nous pouvons déposer une plainte pour fraude, prouver qu'il a utilisé ta signature sans autorisation. Mais cela impliquera un procès, une enquête, peut-être même une procédure pénale à son encontre. J'acquiesçais, sentant quelque chose se durcir en moi. Allons-y. Les jours suivants furent chaotiques. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon père, Juliette et même plusieurs numéros inconnus qui, je le soupçonnais, étaient liés à eux. Je ne répondais pas. À la place, je lisais les messages qui devenaient de plus en plus désespérés. De Juliette: Sarah, réponds-moi s'il te plaît. Papa dit que tu refuses de parler. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Nous sommes une famille. Un autre: Pourquoi m'ignores-tu? Je ne t'ai rien fait de mal. Je veux juste que nous soyons tous ensemble. Et encore: Sarah, si tu ne nous aides pas, papa va tout perdre. Tu veux vraiment ça? Je lisais ces messages et chacun d'eux suscitait en moi un mélange de colère et de tristesse. Juliette jouait le rôle de la victime avec tant de conviction qu'on aurait pu croire qu'elle croyait elle-même à son innocence. Mais je savais qu'elle avait obtenu sa part: l'appartement, la voiture, l'argent. Maintenant, elle en voulait plus, et pour cela, elle avait besoin que je signe des documents. En parallèle, elle continuait à publier des posts sur Instagram. Je n'ai pas tenu le coup et j'ai regardé. Le dernier post était une photo du coucher de soleil avec la légende: Parfois, le plus difficile est d'être forte pour ceux que l'on aime. La famille, c'est tout. Même quand c'est difficile, nous restons ensemble. Des likes, des commentaires, le soutien des amis, une image parfaite pour le public. Je me suis ennuyée. Une semaine plus tard, mon père est venu en personne. J'ai entendu sonner à la porte le soir alors que j'étais sur le point d'aller me coucher. J'ai regardé par le Judas. Il se tenait sur le seuil avec un bouquet de fleurs, vêtu d'un costume, comme s'il venait pour un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous galant. J'ai ouvert la porte sans l'inviter à entrer. Sarah, a-t-il dit en souriant chaleureusement et en me tendant les fleurs, je sais que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Je voulais te parler, en tant qu'être humain. Je n'ai pas pris les fleurs, je l'ai simplement regardé en silence. Son sourire vacilla légèrement. Je peux entrer? Il fait froid dans le couloir. Parle ici. Il soupira et baissa les fleurs. Sarah, je comprends que tu sois en colère. Je comprends vraiment. Je n'ai pas été un père parfait. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de ton aide. Pas pour moi, pour nous tous. Si la banque saisit l'entreprise, je ne serai pas le seul à en souffrir. Juliette en souffrira aussi. Et même ta mère, je l'aide parfois financièrement, tu le sais bien. Les mensonges sortaient aussi naturellement de sa bouche. Il n'avait jamais aidé sa mère. Elle gagnait sa vie toute seule, refusant de prendre son argent après le divorce. Papa, l'interrompis-je, combien de contrats as-tu signé en mon nom sans ma permission? Il se figea pendant une seconde, juste une seconde, je vis de la confusion dans ses yeux. Puis il s'est rapidement repris. De quoi parles-tu? De la location de biens commerciaux, des demandes de crédit, des permis de construire. De tous ces documents où mon nom apparaît à mon insu, il a reculé d'un pas. Sarah, ce sont des procédures standards. Tu as toi-même signé l'accord il y a 3 ans. Je n'ai pas signé d'accord autorisant l'utilisation de mon nom dans de futures transactions. Tu as utilisé ma signature sans ma permission. Cela s'appelle de la falsification. Son visage avait changé, son sourire chaleureux avait disparu, remplacé par quelque chose de froid et de dur. Sarah, ne sois pas stupide. Qui t'a mis ces idées dans la tête? Ton avocat? Il veut juste gagner de l'argent grâce à toi. Marcus m'a montré les documents. J'ai tout vu. Noah serra les poings. Écoute, si tu commences à faire du bruit maintenant, nous en souffrirons tous. Tu veux vraiment que ton père soit emprisonné, que la famille elle se désagrège complètement? La famille s'est désagrégée quand tu nous as quittés, ou même avant, quand tu as décidé de m'utiliser comme un instrument pour tes machinations. Il me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu as toujours été comme ça, froide, sans cœur. Juliette, au moins, comprend ce qu'est une famille. Toi, tu ne penses qu'à toi. Sors, papa. Il a voulu dire quelque chose, mais il s'est brusquement retourné et est parti, laissant le bouquet de fleurs sur le sol du couloir. J'ai fermé la porte, je m'y suis adossée et j'ai senti mes genoux trembler. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas reconnu ses erreurs. Il a simplement essayé de manipuler à nouveau et quand cela n'a pas fonctionné, il a montré son vrai visage. Le lendemain, Marcus a appelé plus tôt que d'habitude, sa voix était tendue. Sarah, j'ai besoin que tu viennes au bureau. J'ai trouvé quelque chose d'important. Je suis arrivée une demi-heure plus tard. Marcus était assis à son bureau. Devant lui se trouvait un mince dossier contenant des papiers jaunis. Qu'est-ce que c'est? Le testament de ton grand-père. J'ai demandé aux archives du comté, ils conservent que des copies de tous les testaments. Et j'ai trouvé celui-ci. Je me suis assise en face de lui, sentant mon cœur s'emballer. Mon grand-père est mort quand j'avais 18 ans. Mon père m'avait dit qu'il n'avait rien laissé. Il a menti. Marcus a ouvert le dossier et m'a tendu le document. Ton grand-père a laissé un terrain à la sortie de la ville, 32 acres. Selon le testament, il devait te revenir en tant que seule petite fille du côté de ton père. Héritage direct. Je lisais les mots sur le papier, mais ils ne semblaient pas atteindre ma conscience. Un terrain, 32 acres, à moi. Pourquoi je n'étais pas au courant? Parce que ton père a caché le testament. Il était l'exécuteur testamentaire, c'est-à-dire responsable de la répartition de l'héritage. Il devait informer de l'existence du terrain et refaire les papiers. Mais au lieu de ça, il a juste gardé le silence. Légalement, le terrain est toujours au nom de ton grand-père, mais selon le testament, il t'appartient. J'ai senti mes mains se refroidir. Combien vaut-il? Marcus a consulté un autre document.
J'ai vérifié les prix du marché pour les terrains dans cette région, environ 150 à 170 000 dollars, peut-être plus si on la vend correctement. 150 000, presque autant que les dettes de mon père. Il était au courant depuis le début, oui, il était l'exécuteur testamentaire, il était clairement au courant. Je restais assise en silence, regardant le papier jauni signé par mon grand-père. Je me souvenais de lui, un homme grand, aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, qui m'offrait toujours des bonbons lorsque nous venions lui rendre visite. Il était mort subitement d'une crise cardiaque alors que je me préparais pour mes examens de fin d'études. Mon père m'avait alors dit que mon grand-père n'avait laissé que des dettes et que nous ne devions même pas espérer toucher un héritage. C'était un mensonge, tout cela n'était qu'un mensonge. Que dois-je faire? Marcus se pencha vers moi. Nous pouvons déposer une demande auprès du tribunal pour faire valoir tes droits à l'héritage. Cela prendra plusieurs mois, mais les chances sont élevées. Le testament est clair, ton nom y est mentionné. Ton père ne pourra pas s'y opposer. J'ai acquiescé, sentant quelque chose se briser définitivement en moi. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus profond, de la déception, la compréhension définitive que mon père n'avait jamais été celui que je voulais qu'il soit. Allons-y. Marcus acquiesça et commença à préparer les papiers. Je restais assise, regardant par la fenêtre la ville grise de Cleveland où la pluie effaçait les contours des maisons. Le soir, je reçus un autre message de Juliette. Papa a dit que tu voulais le poursuivre en justice. Sarah, tu as perdu la tête, c'est notre père. Comment peux-tu faire ça? Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dossier que Marcus m'avait donné et j'ai relu le testament. Les mots de mon grand-père étaient clairs. Je lègue la terre à ma petite fille Sarah dans l'espoir qu'elle l'utilisera à bon escient et qu'elle sera heureuse. Il voulait que je sois heureuse, et mon père m'avait même enlevé cette chance. J'ai posé le papier sur la table et j'ai compris que j'avais désormais le choix. Me taire comme toujours et laisser mon père continuer à m'utiliser. Ou lutter pour ce qui m'appartient de droit, lutter pour moi-même. J'ai choisi de lutter. Marcus a déposé les documents au tribunal lundi matin. J'étais assise à côté de lui, regardant la greffière prendre le dossier contenant ma demande de reconnaissance de mes droits successoraux et ma requête pour enquête sur une possible fraude. C'était officiel, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Maintenant, nous attendons, a dit Marcus alors que nous quittions le tribunal. Ils fixeront une date d'audience dans le mois qui vient. Ton père recevra une notification et alors la véritable tempête commencera. J'ai hoché la tête, sentant quelque chose de lourd se serrer en moi, une véritable tempête, comme si ce qui s'était passé auparavant n'était qu'une légère brise. Mon père l'a appris plus tôt que je ne m'y attendais. Le soir même, le téléphone a sonné à 23 heures. J'ai regardé l'écran, c'était son numéro. J'ai décroché, me préparant à entendre des cris, et je ne m'étais pas trompée. Tu as perdu la tête? Sa voix était si forte que j'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Tu m'as poursuivi en justice? Ton propre père? Je suis restée silencieuse, le laissant hurler. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai nourri, habillé, j'ai te donné un toit. Et toi, tu as trahi ta famille. Tu m'as trahi. Papa, l'ai-je interrompu calmement. Tu nous as quittés quand j'avais 12 ans. Tu ne m'as plus nourri après ça, c'est maman qui l'a fait. Tu ne m'as pas habillée. J'ai gagné ma vie depuis mes 18 ans et je paie moi-même mon logement depuis 10 ans. Silence à l'autre bout du fil, court, tendu. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Si cette affaire va devant les tribunaux, je perdrai tout. Mon entreprise, ma réputation, peut-être même ma liberté, c'est vraiment ce que tu veux. Et toi, tu voulais que je perde tout quand tu m'as fait endosser tes dettes à mon insu. Il a brusquement inspiré. C'était une nécessité. J'essayais de sauver l'entreprise, pour nous tous. Pour toi, papa, tu essayais de te sauver toi-même, en m'utilisant comme un instrument. Sarah, sa voix changea, devint plus douce, presque suppliante. Je t'en prie, retire ta plainte. Nous pouvons nous arranger, je te rendrai le terrain, nous réglerons tout à l'amiable. Pas besoin de tribunal, pas besoin de scandale. Le terrain m'appartient déjà, selon le testament de grand-père. Tu l'as simplement caché pendant des années. Silence à nouveau, puis un ton complètement différent. Froid, dur. Très bien, si tu veux la guerre, tu auras la guerre. Mais sache que tu as détruit cette famille. C'est sur ta conscience et je n'ai plus aucun sentiment pour toi. Il a raccroché, je posai le téléphone sur mes genoux, sentant mes mains trembler. Non pas de peur, mais de soulagement. Il avait enfin dit ce que j'avais toujours su. Pour lui, je n'avais jamais été une fille, mais seulement un instrument à utiliser quand il le fallait. Le lendemain, Juliette est venue. Elle est arrivée le matin avant même que j'aie fini mon café. Elle a frappé doucement, presque timidement. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait sur le seuil, les yeux rougis, sans maquillage, vêtue d'un vieux pull. Elle avait l'air d'une victime qui avait été maltraitée. Je peux entrer? Sa voix était douce, malheureuse. Je me suis écartée pour la laisser passer. Juliette est entrée, s'est assise sur le canapé et s'est enlacée dans ses bras. Sarah! Elle m'a regardée, les yeux remplis de larmes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi veux-tu détruire la vie de papa? Jules, je ne détruis pas sa vie, je protège la mienne. Elle secoua la tête, des larmes coulèrent sur ses joues. Il sera détruit. Si l'affaire va devant les tribunaux, il pourrait être emprisonné. L'entreprise fera faillite. Nous allons tous tout perdre. Nous, Juliette, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Un appartement, une voiture, de l'argent, tu es à l'abri. Il a tout transféré à ton nom à l'avance. Elle détourna le regard. Ce n'est pas important pour le moment. Ce qui importe, c'est que tu détruis notre famille. Papa peut s'arranger avec les banques si tu l'aides. Il suffit de signer les documents et tout sera réglé. Je me suis assise en face d'elle, la regardant droit dans les yeux.
Jules, si je signe, je vais endosser une dette de 183 000 dollars. Ce sera la fin pour moi, la fin totale. Tu comprends? Elle acquiesça en essuyant ses larmes. Mais tu t'en sortiras. Tu t'en es toujours sorti. Je ris brièvement, sans joie. Je m'en suis sortie parce que je n'avais pas le choix. Mais maintenant, j'ai le choix et je choisis moi-même. Juliette se leva brusquement, le visage déformé. Tu es une salope, tu l'as toujours été, tu n'as toujours pensé qu'à toi, papa a raison, tu as détruit la famille. Elle sortit en claquant la porte. Je suis restée assise, regardant la place vide sur le canapé. Le spectacle était terminé. Elle avait maintenant montré son vrai visage. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelée. Je ne m'attendais pas à cet appel. Ma mère ne s'était jamais immiscée dans les conflits, elle était toujours restée à l'écart. Mais maintenant, sa voix était dure, accusatrice. Sarah, qu'est-ce que tu as fait? J'ai soupiré. Bonjour maman, comment vas-tu? Pas d'ironie. Juliette m'a tout raconté. Tu as vraiment poursuivi Noah en justice? Oui, il a utilisé mon nom dans des contrats sans ma permission, et il m'a caché l'héritage de mon grand-père. Ma mère resta silencieuse pendant une seconde, puis expira brusquement. Un héritage? Quel héritage? Un terrain, grand-père me l'a légué dans son testament, papa me l'a caché. Noah a toujours été une personne difficile, mais Sarah, tu n'aurais pas pu simplement lui parler, trouver une solution à l'amiable? Pourquoi aller au tribunal? Maman, il m'a trompé pendant des années. Il m'a utilisé, il a essayé de me refiler ses dettes. J'ai essayé de lui parler, mais il ne m'a pas écouté. Mais maintenant, Juliette souffre, elle est venue me voir hier, elle pleurait. Elle m'a dit que tu avais refusé de l'aider alors qu'elle en avait tellement besoin que grâce à toi, toute la famille allait se retrouver à la rue. J'ai serré le téléphone plus fort. Maman, Juliette a reçu de papa un appartement, une voiture et de l'argent. Elle est protégée, elle n'a rien à craindre. Elle veut que je prenne en charge les dettes de papa, comme ça il pourra lui donner encore plus d'argent. Sarah ne raconte pas n'importe quoi. Juliette n'est pas comme ça, elle se soucie de la famille. Maman, tu as vérifié les faits ou tu l'as simplement cru comme d'habitude? Silence, un long silence gênant. Sarah, dit ma mère d'une voix froide, tu aurais pu l'aider, mais tu as préféré te protéger, je ne te reconnais pas. Peut-être parce que tu ne m'as jamais vraiment connue. Ma mère a raccroché sans dire au revoir. Je suis restée assise, durant les yeux fixés sur mon téléphone, et j'ai senti quelque chose se vider définitivement en moi. Même ma mère avait choisi de croire Juliette. Même elle m'avait accusée sans rien vérifier. Une semaine plus tard, Juliette m'a écrit: Nous devons parler, toute la famille. J'ai organisé une réunion dans un café sur la 5e avenue, demain à 15 heures. Viens, s'il te plaît, c'est important. Je savais que c'était un piège, je savais qu'ils allaient essayer de me mettre la pression tous ensemble, mais j'y suis allée. Le café était presque vide. Quelques tables près de la fenêtre, du jazz discret dans les haut-parleurs, l'odeur des pâtisseries fraîches. Ils étaient déjà assis à une table dans un coin. Mon père, ma mère, Juliette. L'image parfaite d'une famille qui attendant sa fille prodigue, je me suis approchée et me suis assise en face d'eux. Personne ne m'a saluée. Sarah a commencé mon père en essayant de parler calmement. Nous sommes réunis ici pour discuter, en tant qu'êtres humains, sans avocat, sans tribunaux, juste en famille. Je suis restée silencieuse, le regardant. Je comprends que tu sois en colère, vraiment, mais réglons cela à l'amiable. Je suis prêt à faire des compromis. Je te rendrai le terrain, je t'aiderai financièrement. Retire simplement ta plainte au tribunal. Et les dettes, les contrats où mon nom a été utilisé sans autorisation, il détourna le regard. Ce sont des questions complexes, mais nous pouvons trouver une solution. Ma mère se pencha en avant. Sarah pense à Juliette. Elle est plus jeune, elle a besoin de soutien. Si l'entreprise de Noah fait faillite, elle en souffrira aussi. Comment en souffrira-t-elle? Elle a un appartement, une voiture, l'argent de son père. Que lui faut-il de plus? Juliette se mit à pleurer bruyamment de manière théâtrale. Tu ne comprends pas, si papa fait faillite, je n'aurai plus les moyens de payer mon appartement, je vais tout perdre. Je l'ai regardé attentivement. L'appartement est à ton nom, c'est un cadeau, les banques ne peuvent pas le saisir. Elle s'est tue un instant puis s'est remise à pleurer. Mais les charges, je ne pourrais pas les payer toute seule. J'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Ce n'était pas de la colère, mais autre chose. De la déception, la compréhension définitive qu'il ne comprendrait jamais. J'ai sorti de mon sac le dossier que j'avais préparé à l'avance. J'ai étalé les documents sur la table, une copie du testament de mon grand-père, les rapports financiers sur les dettes de Noah, les preuves du transfert de propriété à Juliette, les copies des contrats où mon nom avait été utilisé sans mon autorisation. Voici, dis-je calmement mais fermement, la preuve que mon père m'a caché mon héritage. Voici la preuve qu'il a utilisé mon nom dans des contrats à mon insu. Voici la preuve que Juliette a reçu des biens d'une valeur de 120 000 dollars transférés à son nom à l'avance. Je les ai regardés tour à tour. Vous m'avez utilisé pendant des années. Vous m'avez ignoré quand j'étais à l'hôpital. Vous m'avez fait des demandes quand vous aviez besoin de quelque chose. Vous m'avez manipulé quand je refusais. Maintenant, c'est fini. Mon père est devenu pâle en regardant les documents. Ma mère a froncé les sourcils en lisant le testament. Juliette a cessé de pleurer et est restée bouche bée. Je ne retirerai pas ma plainte, ai-je poursuivi. L'affaire ira devant les tribunaux et c'est là qu'on décidera qui a raison. Mon père s'est levé brusquement, la chaise a grincé sur le sol, son visage est devenu rouge, ses mains se sont crispées en poing.
Très bien, tu veux la guerre, tu auras la guerre. Mais sache que je n'ai plus aucun sentiment pour toi, tu es morte à mes yeux. Il se retourna et partit sans se retourner. Juliette attrapa son sac, me jeta un dernier regard plein de haine et courut après lui. Ma mère resta. Elle resta assise, regardant les documents, puis leva lentement les yeux vers moi. Il y avait dans son regard quelque chose qui ressemblait à de la confusion, comme si elle voyait la vérité pour la première fois. A-t-il vraiment caché l'héritage? Sa voix était douce, presque un murmure. Oui. Elle hocha lentement la tête puis se leva. Elle partit aussi, me laissant seule à table avec les documents et une tasse de café froid. Je restais assise, regardant par la fenêtre le Cleveland du soir. Les gens passaient, pressés de rentrer chez eux, auprès de leur famille. Et moi, je restais seule, j'avais fait ce que j'avais à faire. Je m'étais protégée, j'avais défendu mes droits. Mais pourquoi est-ce si douloureux? Pourquoi est-ce que je me sens vide à l'intérieur et non soulagée? La serveuse s'approcha et me demanda si j'avais besoin d'autre chose. Je secouai la tête, payai et sortis. Le soir, alors que j'étais déjà couchée, le téléphone sonna. Un numéro inconnu, j'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Sarah, c'était la voix de ma mère. Mais elle était différente, pas froide, pas accusatrice, calme, presque timide. Oui. Pause, longue, tendue. J'ai besoin de te parler, en privé, sans Noah, sans Juliette, juste nous deux. Tu peux me voir demain? J'étais allongée, les yeux fixés sur le plafond sombre et je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait refuser, pourquoi s'infliger davantage de souffrance? Mais l'autre partie, celle qui espérait encore quelque chose, murmura: D'accord, demain. Merci, soupira ma mère, comme soulagée. Je t'écrirai l'heure et le lieu, Sarah. J'ai beaucoup de choses à te dire, des choses que j'ai tues pendant des années. Elle a raccroché, j'ai posé le téléphone sur ma poitrine, sentant mon cœur battre plus fort. Que voulait-elle me dire? Ma mère avait donné rendez-vous dans le parc où nous nous promenions quand j'étais petite. Je me souvenais de cet endroit, les allées étroites entre les vieux chênes, les bancs à la peinture écaillée, l'air de jeu qui n'était plus sûr depuis longtemps. À l'époque, il y a 15 ans, ça sentait toujours l'herbe fraîche et ma mère me tenait la main en me racontant des histoires de fées qui vivaient dans les trous des arbres. Maintenant, ça sentait la terre humide et les feuilles mortes. Gwen était déjà assise sur le banc, enveloppée dans un vieux pull, regardant quelque part sur le côté. Bonjour, maman. Elle a hoché la tête, indiquant la place à côté d'elle. Je me suis assise, laissant un petit espace entre nous. Nous sommes restées silencieuses pendant une minute, regardant le vent disperser les restes de feuilles jaunes sur le chemin. Merci d'être venue, dit-elle enfin à voix basse. Je n'étais pas sûre que tu accepterais. Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire. Elle hocha la tête, serrant ses mains sur ses genoux. Sarah, j'ai besoin que tu comprennes certaines choses à propos de moi, à propos de Noah, à propos de pourquoi les choses se sont passées comme ça. Je suis restée silencieuse, attendant. Après le divorce, la vie a été très difficile, commença-t-elle en regardant ses mains. Je suis enseignante en primaire, mon salaire est ridicule. 2 enfants, un appartement, des factures. J'essayais de ne pas demander d'aide à Noah, ma fierté m'en empêchait. Mais parfois, je n'avais tout simplement pas le choix. Elle soupira. Il m'a aidé financièrement pendant toutes ces années. Pas régulièrement, pas généreusement, mais il m'aidait. Il transférait de l'argent pour payer les factures quand je ne pouvais pas le faire. Il payait les réparations quand un tuyau éclatait. Parfois, il me donnait simplement de l'argent pour que je puisse survivre jusqu'à ma prochaine paie. J'ai senti quelque chose se briser en moi, je ne le savais pas, je ne l'avais jamais su. Je sais que c'est un salaud, a poursuivi ma mère, et pour la première fois depuis des années, sa voix a laissé transparaître quelque chose qui ressemblait à de la sincérité. Il nous a quittés, il t'a trahi, il a utilisé les gens, mais il n'était pas un monstre absolu. Si je ne l'avais pas aimé autrefois, toi et Juliette n'existeriez pas. C'est un salaud et pas qu'un peu, mais il a aussi ses bons côtés. Quand nous étions mariés, c'est lui qui s'occupait de toutes les finances. Je pouvais travailler à mi-temps car il gagnait suffisamment pour nous tous, et même après le divorce, il ne m'a pas complètement abandonné. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Je la regardais, essayant de comprendre où elle voulait en venir. Maintenant, je ne dépends plus financièrement de lui, dit-elle en levant les yeux vers moi. Ces dernières années, je me débrouille toute seule. Mais Sarah, je te demande de ne pas porter l'affaire devant les tribunaux. Il a promis de te céder le terrain sans procédure judiciaire, de tout refaire officiellement sans problème. Après cela, il te laissera tranquille, il l'a promis. J'ai ri brièvement, sans joie. Maman, ses promesses ne valent rien. Il m'a promis beaucoup de choses au fil des ans et il n'a rien fait. Elle acquiesça lentement. Je comprends vraiment. Mais Sarah, si cette affaire va devant les tribunaux, il perdra tout. Son entreprise, dans sa réputation, peut-être même sa liberté. Et alors, tout le monde en souffrira. Je ne te demande pas de plaider pour lui. Je te demande pour qu'il ne détruise pas tout définitivement. J'ai senti la colère monter en moi, non pas contre elle, mais contre la situation. Sur le fait que même maintenant, alors que tout devrait être clair, il y a en fait beaucoup de nuances de gris. Maman, il voulait détruire ma vie, me refiler une dette de 183 000 dollars. Si j'avais signé ces documents il y a 3 ans, je serais maintenant poursuivie par les banques, j'aurais tout perdu. Comment pourrais-je simplement oublier cela? Sa mère resta longtemps silencieuse, regardant les arbres, puis elle soupira, profondément, lourdement, comme si quelque chose s'était brisé en elle. Tu ne peux pas, et tu ne dois pas. Je ne peux rien faire d'autre que te demander de pardonner à ton père, mais je ne peux pas te forcer.
C'est vraiment à toi de décider si tu veux lui pardonner ou non. Je voulais juste que tu saches toute la vérité, pour que tu ne penses pas qu'il n'était qu'un monstre. C'était un homme complexe, qui a commis beaucoup d'erreurs, mais pas seulement des erreurs. Elle se leva en ajustant son pull. Merci de m'avoir écouté. Quelle que soit ta décision, je l'accepterai. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne te ferai pas de reproches. Elle partit, me laissant seule sur le banc avec des pensées qui tournèrent dans ma tête dans le désordre. Les 3 jours suivants, je n'ai presque pas dormi. Je restais allongée, à regarder le plafond, à passer en revue les différentes options. Une partie de moi voulait poursuivre mon père en justice, prouver qu'on ne pouvait pas le traiter ainsi. Mais l'autre partie, celle qui avait écouté ma mère dans le parc, comprenait que le procès ne détruirait pas seulement mon père, mais tout son entourage. J'ai appelé Marcus et lui ai raconté ma conversation avec ma mère. Il m'a écouté en silence, puis m'a dit: Sarah, c'est à toi de décider. Légalement, tu as toutes les raisons de mener cette affaire jusqu'au bout. Moralement, je ne peux pas te conseiller. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis j'ai composé le numéro de mon père. Il a décroché à la troisième sonnerie. Sarah, sa voix était prudente, effrayée. Je veux te voir en tête à tête avant la dernière audience. Pause. Quand? Demain à 15 heures, au café de Western Avenue où nous nous retrouvions quand j'étais adolescente. Tu te souviens? Je m'en souviens. J'ai besoin de savoir la vérité, papa. Pourquoi as-tu voulu me piéger de manière aussi cruelle? Et c'est de tes paroles, de ton honnêteté que dépendra ma décision de retirer ou non ma plainte au tribunal. Ton destin dépend de tes paroles. Silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, d'accord, je serai là. Le café de Western Avenue n'a pratiquement pas changé depuis 10 ans. Les mêmes tables en bois, les mêmes chaises rouges, la même odeur de café et de pâtisserie fraîche. Je suis arrivée 5 minutes plus tôt et je me suis assise à une table près de la fenêtre, la même où nous étions assis quand j'avais 16 ans et que mon père m'avait promis de venir plus souvent. Il est arrivé à 15 heures pile. Il est entré lentement, regardant autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un d'autre soit là. Il m'a vu, m'a fait un signe de tête et s'est approché. Il s'est assis en face de moi sans enlever sa veste. Pour la première fois, il n'avait pas l'air sûr de lui, il avait l'air effrayé. Son visage était amaigri, il avait des cernes sous les yeux, ses mains tremblaient lorsqu'il les posa sur la table. Bonjour Sarochka, bonjour papa. La serveuse s'approcha et nous proposa le menu. Je commandai un café, lui aussi. Nous restâmes silencieux jusqu'à ce qu'elle apporte les tasses et s'en aille. Je le regardai, dans l'attente. Il a baissé les yeux vers sa tasse, puis les a lentement relevés. Tu veux savoir pourquoi? Oui. Il a soupiré, s'est passé la main sur le visage. J'ai paniqué, Sarah. Quand les dettes ont commencé à s'accumuler, quand les banques ont commencé à appeler, j'ai simplement paniqué. L'entreprise s'effondrait, Clarissa menaçait de partir, ma réputation était en chute libre, je ne savais pas quoi faire, et la seule issue semblait être de rejeter une partie de la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il se tut, but une gorgée de café. Je pensais, mon Dieu, ça semble tellement horrible maintenant, je pensais que tu étais une fille forte, que si je te transférais une partie des dettes, tu t'en sortirais. Tu t'es toujours débrouillée toute seule, avec le travail, les études, la vie, et moi, j'aurais trouvé une solution pendant ce temps. Si les dettes avaient diminué, j'aurais trouvé une issue, j'aurais pu sauver l'entreprise, ma réputation, tout sauver. Il m'a regardé dans les yeux et son regard exprimait un véritable désespoir. À l'époque, mais il y a 3 ans, j'ai même réussi à m'en sortir sans toi. J'ai réduit les dépenses, trouvé de nouveaux clients, tenu bon, mais maintenant, c'est encore plus difficile. Les banques ne croient plus en moi, les clients partent, les dettes s'accumulent. Je suis presque désespérée, Sarah. Je ne sais pas quoi faire. Et quand j'ai pensé que je pouvais réessayer, j'ai simplement saisi cette opportunité sans penser à toi. Silence, lourd, tendu. Je n'ai pas été un bon père, a-t-il poursuivi doucement. Je ne l'ai jamais été. Je t'ai quitté alors que tu avais besoin de moi. Je ne suis pas venue à tes anniversaires. Je ne me suis pas intéressée à ta vie. Je t'ai utilisé quand j'en avais besoin. Je sais tout cela et j'ai honte, vraiment honte. Je le regardais et je ressentais quelque chose d'étrange. Ce n'était pas un monstre, c'était un homme faible et effrayé qui avait fait des choix terribles pour se sauver. Cela ne l'excusait pas, mais répondait à la question pourquoi. Papa, dis-je doucement, calmement, je ne peux pas tout te pardonner, pas maintenant, peut-être jamais. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait et je suis prête à faire un compromis. Il leva la tête, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Je retirerai ma plainte pour fraude, mais tu devras officiellement transférer la propriété à mon nom dans un délai d'1 semaine. Et tu signeras un accord écrit stipulant que tu n'utiliseras plus jamais mon nom sans autorisation. Marcus sera témoin et s'occupera de tout. Noah acquiesça rapidement comme s'il craignait que je change d'avis. Oui, bien sûr, je ferai tout ce que tu diras. Merci Sarah, merci. Ne me remercie pas, je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour moi, pour ne pas avoir à porter le fardeau de te voir aller en prison. Après ça, tu me laisseras tranquille pour toujours. Nous avons fini notre café en silence, puis il est parti et je suis restée assise, regardant par la fenêtre le soir à Cleveland. 1 semaine plus tard, les documents étaient signés. Marcus avait vérifié chaque détail. Le terrain m'appartenait officiellement, mon père avait signé un accord stipulant qu'il n'utiliserait pas mon nom. L'affaire était close. Mon père s'est retrouvé avec ses dettes, mais sans poursuite pénale.
J'ai vendu le terrain un mois plus tard, j'ai rapidement trouvé un acheteur, le terrain était situé dans un quartier agréable et le prix s'est avéré plus élevé que je ne le pensais, 160 000 dollars, assez pour recommencer à zéro. J'ai choisi Pittsburgh, pas trop loin de Cleveland, mais suffisamment pour me sentir libre. J'ai trouvé une petite maison en périphérie, à 2 étages, avec un petit jardin et une véranda où l'on peut s'asseoir le soir pour prendre le thé. Je l'ai acheté sans crédit en la payant comptant. J'ai trouvé un emploi grâce à une connaissance, Marcus, une petite entreprise de logistique spécialisée dans le transport de matériel médical. Le salaire était moins élevé qu'à Cleveland, mais l'ambiance était différente. Les gens me disaient bonjour, sincèrement et non pas par simple politesse. Mon chef s'intéressait à moi et pas seulement à mes rapports. Brie venait me voir tous les mois. Nous nous promenions dans les rues de Pittsburgh, nous nous asseyions dans des cafés, nous parlions de tout et de rien. Elle avait terminé ses études de médecine et avait commencé à travailler comme infirmière dans un hôpital local. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'avais une véritable amie, une personne qui ne demandait rien en retour, qui était simplement là pour moi. Un de mes collègues, Derek, archiviste de l'entreprise, m'a invité plusieurs fois à prendre un café. C'était un homme calme d'une trentaine d'années, avec un bon sens de l'humour et l'habitude de remettre ses lunettes quand il était nerveux. J'ai accepté et nous nous sommes assis dans un café près du bureau où nous avons parlé du travail, des livres, de la vie. Il ne me mettait pas la pression, ne demandait rien de plus, il me tenait simplement compagnie. Je n'étais pas prête pour une relation sérieuse, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment que je le serais peut-être un jour. Ma mère m'appelait toutes les 2 semaines. Pas pour s'excuser, pas pour me faire des reproches, juste pour prendre de mes nouvelles. Je lui parlais de mon travail, de mes voisins, de choses insignifiantes. Nous ne parlions pas de mon père ni du passé, nous parlions tout simplement et cela me suffisait. Ce n'était pas une réconciliation, mais un pas vers quelque chose de nouveau. Juliette continuait à vivre comme si rien n'avait changé. Son Instagram était rempli de photos de cafés, d'événements, de citations sur l'équilibre de vie. Je ne lui écrivais pas, elle ne m'écrivait pas. Nous vivions simplement dans des mondes différents. Mon père avait tenu parole, il ne donnait plus de nouvelles, n'appelait plus, n'écrivait plus. Une seule fois, 3 mois après le déménagement, j'ai reçu un court message de sa part. Merci de m'avoir donné une chance. J'ai réglé mes dettes, vendu une partie de mes biens, négocié avec les banques. Alors, pardonne-moi, s'il te plaît. Je me voyais trop en toi, oubliant que c'est à moi de régler mes problèmes. Pardonne-moi, ma fille. J'ai lu le message plusieurs fois, puis j'ai posé mon téléphone et je n'ai plus répondu. Non pas parce que j'étais en colère, mais simplement parce que ce n'était pas nécessaire. Le soir, je m'asseyais sur le porche de ma nouvelle maison, je regardais Pittsburgh s'endormir sous le ciel étoilé, une tasse de thé chaud à la main. À côté, sur la table, se trouvait une photo de mon grand-père, la seule chose que j'avais emportée de mon enfance. Il souriait depuis le papier jauni, me tenant dans ses bras, petite, heureuse, insouciante. Je souriais doucement, non pas de bonheur, car il était encore trop tôt pour être heureuse, mais de tranquillité. Pour la première fois depuis de nombreuses années, vraiment de la tranquillité. Elle était libre. Pour la première fois depuis 28 ans, vraiment libre. Mon téléphone vibra, un message de Derek. Demain, il y a un nouveau film au cinéma. Tu veux y aller? J'ai regardé l'écran, puis le ciel étoilé, puis à nouveau l'écran, et j'ai écrit oui, je veux y aller. C'était peut-être le début de quelque chose de nouveau, peut-être pas, mais je n'avais plus peur de le découvrir.